Donc, bonsoir. On a déjà là le petit retard parce que c'était pas prévu. Donc les organisateurs ils n'ont pas prévu de ramener une table pour faire les expériences parce qu'on peut pas faire expérimenter les sciences avec des moyens faciles sans mettre la main à la pâte et faire des expériences à chaud ici. D'accord. Donc on va commencer par faire un petit cadrage théorique sur l'expérimentation en sciences et au service de l'enseignement des sciences en général. Et après on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la partie pratique, où on va faire quelques petites manipulations avec des moyens qui sont faciles. Et au cours de cette étape, vous serez ramené à participer avec nous, à manipuler et faire ces expériences en temps réel. Donc, dans l'enseignement des sciences, nous faisons souvent face à certaines difficultés, à savoir, ou bien certaines contraintes, à savoir le manque de matériel dans les laboratoires, ou bien le manque de conditions idéales en classe avec l'effectif qui est élevé des élèves en classe. Donc, face à ces difficultés et contraintes, la question essentielle n'est pas de quoi nous disposons, mais plutôt comment faire apprendre aux élèves les sciences. Et là, bien sûr, vient à notre tête une citation qui est importante issue des travaux du National Research Council qui résume une idée fondamentale. C'est que les élèves n'apprennent pas les sciences uniquement en écoutant, mais en s'engageant, en pratiquant les sciences. D'accord. Et donc, students learn science best when they actively engage in the practice of science. Et donc ici, on apprend beaucoup plus quand quand on est engagé complètement dans une pratique de recherche scientifique. Et là, la question qui se pose, pourquoi expérimenter? Donc, pourquoi expérimenter? Tout simplement, à l'issue de cette citation, donc expérimenter, ça permet de relier les phénomènes au concept. Ça permet aussi un apprentissage actif et ça permet de développer un esprit scientifique. Et donc, l'expérimentation, elle joue un rôle essentiel car elle permet de relier deux dimensions différentes. Ce que l'élève voit, c'est-à-dire les phénomènes, et ce qu'il doit apprendre et comprendre, c'est les concepts scientifiques. Sans cette relation entre ce qui est observé, les phénomènes, et ce qui est compris comme concept, enfin, les concepts, ils restent abstraits et difficiles à maîtriser par nos élèves. On va voir maintenant un petit peu de la recherche, l'apport de la recherche dans le domaine de l'expérimentation. En effet, les recherches en didactique des sciences montrent trois effets majeurs de l'expérimentation. D'abord, les élèves comprennent mieux, et donc le premier enjeu, c'est la compréhension. Ensuite, ils sont plus engagés, et donc on gagne de l'engagement. Mais ce qui est important aussi, c'est la pratique. C'est-à-dire que les élèves, en manipulant, en expérimentant, ils développent une véritable appropriation de la démarche scientifique. Mais ce qui est important, c'est ces effets qui ne sont pas observés, ils ne vont pas être observés en classe, ces trois effets, si l'activité autour de l'expérience n'est pas bien structurée. Et donc, si cette activité n'est pas bien structurée, ça ne permettra pas d'avoir une bonne compréhension ou bien un engagement actif de la part des élèves ou bien l'appropriation d'une bonne pratique scientifique, en l'occurrence la démarche scientifique. On a une bonne référence qui a travaillé sur l'expérimentation en sciences, c'est les travaux d'Hofstein, qui font référence aux didactiques des sciences, qui montrent que les activités expérimentales peuvent jouer un rôle central dans la compréhension des concepts. Et donc là, on est sur la dimension de la compréhension des concepts. Je m'explique.
Et donc, le rôle des activités expérimentales dans la compréhension des concepts, elle est autour d'un ensemble de points essentiels. C'est-à-dire, ce n'est pas la manipulation en elle-même qui produit l'apprentissage. Ce qui est déterminant ici, c'est la capacité de l'élève à observer, à interpréter et à relier ce qu'il voit à une explication scientifique. Et donc ici, on n'est pas dans la mesure à manipuler juste pour manipuler, mais on apporte l'élève vers une autre dimension de réflexion qui part de l'observation vers l'interprétation, vers un pas qui est plus élevé, c'est l'explication des concepts. Bien sûr, une explication qui est scientifique. Et donc un élève peut réaliser une expérience, des fois, mais sans rien comprendre. Mais dès qu'on lui demande « Qu'as-tu observé ? Pourquoi tu as fait cette expérience ? Comment tu peux expliquer ces résultats ?» Là, il est engagé dans un apprentissage. On va donner un petit exemple d'une expérience qu'on a tous l'habitude de faire avec nos élèves et qui met le point sur la compréhension des concepts. Par exemple, l'expérience du céleri dans l'eau colorée. On avait tous, comme enseignants des sciences, l'habitude de le faire. Et donc, si l'élève il se contente de voir la couleur qui change et qui monte dans la racine de la plante, là, il est en train de faire une observation d'un phénomène. On ne doit pas se limiter à ce niveau-là, mais on doit amener l'élève à expliquer comment l'eau circule, par exemple, dans une plante. Alors là, on est en pleine construction du concept scientifique, celui des vaisseaux conducteurs. Et donc là, on est parti de la dimension simple observation d'un phénomène, donc là, le changement de couleur au niveau des vaisseaux, vers l'explication d'un concept scientifique ou bien l'explication du phénomène, à savoir les vaisseaux conducteurs qui permettent le passage ou bien le transfert de l'eau. Et donc, ce n'est pas l'expérience en elle-même qui fait apprendre, mais c'est plutôt l'interprétation de cette expérience qui engage l'élève dans un processus d'apprentissage. Et ça, ce qui est important. Donc là, on vient de voir la dimension de l'expérimentation par rapport à la compréhension des concepts scientifiques. On va passer vers l'autre bout du cercle qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'engagement. On avait dit que l'expérimentation, elle permet d'engager les élèves de façon plus efficace dans un processus d'apprentissage. Donc pour l'engagement des élèves, il y a des travaux qui sont intéressants d'Osborne et Dylan. Donc, ces travaux ils montrent que l'un des défis majeurs de l'enseignement des sciences, c'est le désengagement progressif des élèves. On sait tous que les sciences comme discipline, ils sont un petit peu difficiles à enseigner. C'est des concepts qui sont difficiles à comprendre. Et donc, ceci peut favoriser à long terme un désengagement des élèves. Et donc là vient le rôle de l'expérimentation. Et donc, si on travaille avec des approches qui sont basées sur l'expérimentation, sur l'investigation, ça permet de réactiver l'engagement des élèves. Et donc, lorsque l'élève, il manipule, il observe un phénomène, il cherche à expliquer les résultats ou bien ces phénomènes, il n'est plus dans une posture qui est passive, mais il devient acteur de son apprentissage. Et c'est cette implication qui favorise à la fois l'attention, la motivation et aussi la mémorisation. Mais on doit faire attention à un petit détail. Une activité, elle peut être très motivante, mais sans produire un apprentissage réel. Et donc, on donne à l'expérimentation un rôle de spectacle. Et donc, on ne doit pas tomber dans ce piège. Chaque expérimentation, donc, elle doit être motivante et engageante pour les élèves, mais il doit être couronné par la suite par un apprentissage. C'est pourquoi que l'engagement ou bien ces expérimentations, ils doivent être accompagnés d'une véritable structuration sur le plan didactique.
afin de passer de l'observation et le fait d'être fasciné par un phénomène vers le fait d'interpréter et expliquer le phénomène par des concepts scientifiques qui sont concrets. Donc on va prendre un petit exemple comme on l'avait fait pour le premier cas de la compréhension, à savoir l'expérience de la levure qui fait gonfler un ballon. Donc les élèves face à cette expérience, ils sont tous captivés et étonnés par les résultats. Mais si on s'arrête là, ils retiennent seulement l'effet spectaculaire du phénomène observé. C'est en se posant la question quel gaz est produit dans les différents flacons et pourquoi on a cet effet sur certains flacons et d'autres non, qu'on passe de la simple observation vers l'interprétation et l'explication du phénomène par des concepts. Et là, on passe à l'apprentissage véritable des sciences. Et on passe d'un simple engagement qui est dû à la fascination et tout vers un apprentissage qui est scientifique. Et donc les activités expérimentales, c'est vrai, ils stimulent la curiosité, ils favorisent la participation, ils donnent du sens aux apprentissages, mais cet engagement, il doit être structuré par l'enseignant, il doit être guidé et toujours relié au concept scientifique. Bien sûr, pour avoir un véritable apprentissage. Le troisième bout de cercle qu'on a vu tout à l'heure, c'est la pratique scientifique, c'est-à-dire le fait que les élèves ils peuvent être engagés dans une démarche scientifique et favoriser les pratiques scientifiques. Là, the National Research Council propose un changement qui est fondamental par rapport à ce point. Donc les sciences, ils ne doivent plus être enseignées uniquement comme un ensemble de connaissances qui vont être cumulées au cours de l'année scolaire, mais comme un ensemble de pratiques scientifiques. Et là, on sort de la dimension des connaissances déclaratives vers ce qui est de pratiques et de connaissances procédurales. Et donc, il ne suffit pas, en apprenant les sciences, d'accumuler des notions, des définitions, des connaissances pure, mais d'adopter et développer chez les apprenants des pratiques autour des sciences. Et là vient le rôle de l'expérimentation. Autrement dit, apprendre les sciences, c'est apprendre à observer, apprendre à questionner, apprendre à expérimenter, bien sûr, et expliquer les résultats qu'on a obtenus à l'issue de l'expérimentation. Et donc l'objectif, ce n'est pas seulement que l'élève connaisse un concept, mais qu'il soit capable de raisonner comme un petit scientifique par rapport à ce concept. Et donc l'expérimentation devient alors un moyen, on peut dire efficace, pour développer ces pratiques scientifiques. Et toujours comme exemple, on prend l'exemple par exemple de l'érosion des sols. Donc là, on est face à un phénomène qui est l'érosion des sols. Et si l'élève il reste sur la dimension de l'observation simple, que l'eau il emporte la terre et qu'il voit un phénomène clair qui est l'érosion, mais pour aller au-delà de l'observation, donc il doit se demander pourquoi le sol qui est par exemple végétalisé, il résiste mieux à l'érosion. Et donc il part dans une réflexion beaucoup plus scientifique qu'une simple observation. Alors là, il rentre dans une véritable pratique scientifique, de démarche scientifique, car il est en train d'expliquer, il est en train de raisonner. Et donc, en conclusion, enseigner les sciences, ce n'est pas seulement transmettre des réponses aux questions qui peuvent se poser, mais c'est apprendre aux élèves de chercher eux-mêmes ces réponses et pas donner des réponses qui sont prêtes. Ici, un point de vigilance, c'est attention à un piège que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est de tomber dans le spectacle avec les expériences et avoir une expérience qui permet un apprentissage.
Donc, nous avons tous déjà vu des expériences qui sont vraiment spectaculaires, que ce soit en classe ou bien en documentaire ou autre, mais qui n'ont laissé aucune trace dans les apprentissages. Pourquoi? La question ce qui se pose, c'est pourquoi? Parce que l'élève a vu, a observé, sans vraiment comprendre. Et donc, l'expérience ici, elle devient un simple spectacle et pas un outil d'apprentissage. Pourquoi? Parce que cette expérience n'était pas précédée auparavant par une question, et donc l'expérimentation était là sans questionner, et donc l'élève il rentre dans une confusion. Le deuxième point, c'est que à l'issue de l'expérience, il n'y avait pas une interprétation, et donc ceci, ça va engendrer une mémorisation qui est vraiment superficielle et qui l'élève il gardera aucune trace par la suite en termes d'apprentissage. Et aussi un élément qui est très important, c'est que l'expérience elle n'était pas structurée dans les différentes phases d'apprentissage ou bien dans une séance qui était bien structurée de point de vue didactique. Et ceci, ça va donner juste un effet spectacle. Et donc, ce n'est pas l'expérience, encore une fois, qui enseigne, mais c'est la manière dont elle est exploitée qui permet l'apprentissage. Donc, l'expérience versus apprentissage, on doit passer d'une expérience spectacle vers une expérience qu'on peut qualifier d'expérience didactique, qui engage l'élève après l'observation dans un processus de questionnement et par la suite dans un autre processus d'interprétation et explication. Et ceci qui permettra par la suite l'apprentissage et son ancrage dans la mémoire des apprenants à long terme. Dans nos classes, nous faisons souvent des expériences, mais toutes ne produisent pas le même effet sur les apprentissages. Certaines relèvent de ce qu'on peut appeler des expériences, par exemple spectacle. Il impressionne, oui, les élèves, mais il n'enseigne pas. À l'inverse, une expérience qui est qualifiée d'expérience didactique, elle est efficace. C'est une expérience qui fait réfléchir et qui fait questionner et permet aussi de construire un concept scientifique ou plusieurs concepts scientifiques chez les élèves. La question, c'est pas donc quelle expérience faire en classe, mais plutôt comment transformer cette même expérience qui peut être simple en situation d'apprentissage. Et là, je vais aborder un petit peu de terminologie parce qu'on a souvent une petite confusion entre qu'est-ce que ça veut dire expérimentation, qu'est-ce que ça veut dire expérience, qu'est-ce que ça veut dire manipulation. Et donc, pour ne pas tomber dans le piège de terminologie, j'aimerais bien un petit peu détailler ce petit point de terminologie avant d'aller un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, on a d'abord la méthode expérimentale. Donc, la méthode expérimentale, c'est le cadre global qui organise une démarche scientifique. Dans la démarche expérimentale, on peut avoir l'expérimentation. Et donc, l'expérimentation, elle va un petit peu plus loin. Ce n'est plus le cadre global, mais c'est une démarche qui est structurée et qui vise généralement la réponse ou bien le fait de répondre à une question, bien sûr, scientifique. Et donc, il mobilise en premier lieu l'hypothèse, et puis le protocole expérimental, et enfin l'interprétation et finalement la conclusion. À côté de l'expérimentation, on trouve l'expérience. Il y a une petite nuance entre expérimentation et expérience. Donc l'expérience, elle correspond à une situation organisée pour observer un phénomène. On commence à donner du sens à ce que l'on fait. Et donc si on compare l'expérience à l'expérimentation, on peut dire que l'expérience, c'est une partie de l'expérimentation. Parce que l'expérimentation, c'est toute la démarche qui commence par l'observation, l'hypothèse, et puis le protocole expérimental, après l'interprétation et finalement la conclusion. L'expérience, elle est dedans. Elle est dans la partie protocole expérimental. Et on trouve finalement ce qu'on appelle la manipulation. Et donc la manipulation, elle correspond à l'action concrète qui est manuelle, où l'élève ou bien l'enseignant, il manipule un objet ou encore un dispositif. À ce stade-là,
l'élève, il peut manipuler, mais sans comprendre. Je ne sais pas si vous avez fait la nuance entre ces différentes étapes. Et donc, la manipulation, on peut dire que c'est une étape de l'expérience où l'élève, il travaille manuellement, mais sans être vraiment engagé dans le processus d'apprentissage. Ce qui permettra l'apprentissage, c'est ce qui vient après la manipulation, à savoir l'interprétation, l'explication, et puis finalement la conclusion pour être, en gros, dans l'expérimentation. Bien après, je sais que vous savez qu'il y a plusieurs types d'expériences auxquelles on a affaire en classe. Donc, j'ai choisi de donner quelques exemples qui sont les plus utilisés dans nos classes. Donc, les différents types d'expériences. La différence entre un type et un autre, c'est le rôle ou bien l'objectif qu'on peut atteindre après avoir fait une expérience ou une autre. Et donc, certaines expériences servent souvent à introduire un phénomène, d'autres ils permettent, on peut dire, de vérifier des lois, d'autres encore ils rentrent l'élève ou bien ils engagent l'élève dans un processus d'investigation. Et donc si on comprend vraiment la diversité des expériences et aussi l'objectif de chaque type, on pourra s'en servir de façon efficace en classe. Donc, on va adapter le type d'expérience qu'on a à l'objectif souhaité en classe. Et donc, on peut trouver un premier type d'expérience qui va servir à découvrir, par exemple, un phénomène. Et donc, le rôle de ce type d'expérience, c'est de susciter la curiosité des élèves, à introduire parfois une question. Et souvent, c'est pour créer un déséquilibre cognitif chez les élèves. On a un petit exemple ici. Par exemple, si on met une plante verte dans un sac en plastique, et au bout de quelques minutes, on va observer des petites gouttelettes d'eau sur les parois du sac en plastique. Ceci peut créer un conflit chez les élèves. D'où viennent ces petites gouttelettes d'eau? Et après, ça pourra ouvrir la piste vers une autre réflexion. Donc, dans ce cas, l'expérience sert à surprendre un petit peu l'élève et à faire émerger une question. L'objectif ici, ce n'est pas d'expliquer un phénomène, mais plutôt d'observer le phénomène. On peut trouver un autre type d'expérience qui peut servir à vérifier, par exemple, des lois ou bien des relations. Ces expériences, ils vont servir à confirmer un résultat qu'on connaît déjà, ou bien à illustrer un phénomène, ou encore à valider une expérience. Donc, c'est-à-dire, les élèves ici, ils connaissent déjà l'idée derrière cette expérience, ou bien l'idée scientifique derrière. Mais ils sont menés dans une démarche scientifique et ils vont essayer de se mettre à la place du scientifique pour essayer de trouver l'explication au phénomène qui est observé et le valider. On a un autre type d'expérience, c'est les expériences qui permettent de mener une démarche d'investigation ou bien à investiguer. Donc, ces expériences, ils servent à formuler des hypothèses, à concevoir un protocole plutôt expérimental, à tester et interpréter. Ce type d'expérience, on peut le qualifier d'expérience qui est la plus riche au niveau ou bien sur le plan pédagogique, car il engage l'élève dans plusieurs processus d'apprentissage, allant de la formulation de l'hypothèse à la conception d'un protocole expérimental, la mise en œuvre de ce protocole expérimental, l'interprétation des résultats, leur explication et puis, bien sûr, la conclusion par rapport au concept scientifique. Et donc, c'est pourquoi on dit que c'est la plus riche sur le plan pédagogique. Et donc là, l'élève, il devient vraiment acteur, il cherche, il teste, il construit une réponse qui est concrète et scientifique. Donc le dernier type d'expérience choisie, c'est l'expérience qui permet de modéliser.
ou bien c'est l'expérience qui permet de représenter un phénomène qui est en globalité, qui est très complexe. Donc cette expérience, elle pourra servir à simplifier bien sûr la réalité, à visualiser ce qui est invisible et comprendre un système. Donc ici, l'expérience, elle ne reproduit pas fidèlement la réalité, mais elle permet de la présenter ou bien de la représenter de façon qui est un petit peu simplifiée. Et là, on a l'exemple des maquettes que les élèves réalisent en classe ou bien réalisent à la maison et les ramènent en classe pour bien sûr montrer le phénomène de volcan, où ils utilisent le vinaigre avec le bicarbonate pour illustrer l'explosion. Oui, c'est vrai, c'est un type d'expérience qui permet de modéliser un volcan. Ce n'est pas la réalité exacte, mais c'est une petite analogie pour voir ce qui était abstrait. Donc, transformer une expérience en apprentissage. Comment on pourra transformer ou bien engager une simple expérience dans un processus d'apprentissage. Pour ce faire, on doit structurer notre séance sur le plan didactique pour avoir cette fonction d'apprentissage à une expérience. Et donc, on va passer de la simple manipulation vers la compréhension. Et là, une expérience, elle va être réussie et pas uniquement un spectacle donné dans une séance. La structuration, elle permet d'engager bien sûr l'élève dans un processus allant de la formulation d'une question scientifique après observation, puis élaborer une réponse possible à cette question, à savoir l'hypothèse, s'engager dans une expérimentation où il y a l'expérience et la manipulation, par la suite collecter les résultats ou bien observer les résultats collectés ou bien observés, et après s'engager dans un processus d'interprétation et d'explication pour lier bien sûr l'expérience à la construction de concepts, pour permettre bien sûr un apprentissage et une bonne compréhension. Donc, en conclusion, les recherches en didactique des sciences, ils convergent tous vers une idée simple, mais qui est fondamentale. L'expérimentation est un levier puissant pour apprendre les sciences, mais c'est essentiel. Elle peut ne pas produire un apprentissage que si elle est bien pensée et elle est bien encadrée et bien structurée et guidée au cours d'une séance. Ce n'est pas l'expérience en elle-même qui favorise ou bien qui permet d'apprendre, mais c'est la manière dont elle est abordée en classe ou bien la manière dont elle est impliquée et dont elle engage les élèves. Et donc, elle pourra permettre le passage fluide de la simple manipulation à la compréhension. Et donc, la question qui se pose toujours, c'est pas quelle expérience réaliser, mais plutôt comment concevoir, exploiter des expériences qui sont simples pour qu'elles deviennent de véritables situations d'apprentissage. Il ne s'agit pas ici seulement de proposer des activités qui sont très attractives, spectaculaires aux élèves, mais de garantir des apprentissages plus solides, plus durables bien sûr, et plus équitables. Et l'expérimentation, lorsqu'elle est bien pensée, bien structurée, bien encadrée, il va constituer un levier puissant pour y parvenir. Merci pour votre attention pour la partie théorique. Donc, avant de passer à la partie pratique, d'accord, parce qu'on a, on peut dire, 1 heure encore, donc j'aimerais bien ouvrir un petit échange entre nous par rapport à l'expérimentation en sciences. Si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas. Par rapport aux points qui ont été soulevés durant la présentation. Et après, on va passer à la partie pratique où vous serez invités à participer avec nous.
Donc, si vous avez des questions ou bien des partages, un échange, donc n'hésitez pas. Bonsoir, madame. Donc, je suis bien content aujourd'hui d'être parmi cet atelier pour, premièrement, s'inspirer et pour quand même partager avec eux, avec les collègues, des idées maîtresses portant sur l'enseignement de l'éveil scientifique au primaire et la science, bien sûr, au collège. Vous savez que l'enseignement de l'éveil scientifique reste vraiment un défi pour tout le monde, à travers, bien sûr, que ce soit la démarche adoptée pour enseigner, pour bien mener la séance, ou bien les concepts. Les concepts restent dans l'ensemble abstraits. Ce sont des concepts abstraits, donc des connaissances qui méritent vraiment, comment dirais-je, une transposition didactique de grande qualité. Je me demande, dans le déroulé de la séance, est-ce que possible de mêler entre un modèle qui s'appelle l'explicite, c'est-à-dire faire un modelage devant les élèves pour s'approprier correctement la démarche, parce que, comme tu as dit, c'est la démarche, c'est le déroule, c'est le process qu'il faut mettre en œuvre, c'est-à-dire par rapport à l'expérience, parce que l'expérience ne suffit pas vraiment ou bien ne permet pas de bien acquis le concept. Alors, de mixer entre le modelage, surtout dans les hypothèses, parce que la reformulation des hypothèses, qui sont vraiment des réponses provisoires et qui méritent la vérification par la suite, à travers que ce soit l'investigation, la manipulation, etc., et bien sûr l'esprit scientifique qui se base sur l'expérimentation. Autre point qui mérite d'être signalé, c'est que est-ce qu'on a dans l'investigation, et tu nous as dit qu'elle est très riche au niveau de, c'est-à-dire la compréhension. Elle a un rôle dans la compréhension et bien sûr dans la conceptualisation. Mais je vois que l'investigation nous offre, bien sûr, des pistes ou bien des options de manipuler la connaissance scientifique, que ce soit à travers la manipulation, l'observation, la simulation et même la documentation. Mais dans la pratique, on se limite sur la manipulation et parfois des concepts qui méritent vraiment des autres options comme la documentation, c'est-à-dire faire des recherches. Et qu'est-ce que vous pensez à travers le projet? Est-ce qu'il a un rôle dans la bonne acquisition des connaissances scientifiques? Et merci. Merci à vous. Donc, je ne sais pas, juste parce que je n'ai pas pris note des questions abordées par notre cher enseignant. Donc, je préfère de donner des réponses au fur et à mesure. Ah, d'accord, pardon. Ben, il fallait faire une petite présentation, chacun, et après on passe. D'accord. Donc, je préfère de donner une réponse donc, à chaud et après on passe aux autres interventions. D'accord. Donc, ce qui paraît, la question principale, c'était comment on peut mixer entre expérimentation des sciences sur l'éveil scientifique, par exemple, et l'enseignement explicite. D'accord. Donc, à ma connaissance, pour l'éveil scientifique au primaire, c'est pas encore pris en charge par l'enseignement explicite, mais je vais donner une réponse qui est directe en se basant sur notre expérience sur le cycle collégial. Parce que les sciences de la vie et de la Terre, les physique-chimie, ils sont enseignés selon la méthode d'enseignement explicite. Et donc, ma réponse sera oui. Donc, on peut combiner les deux, mais la question, c'est comment. Donc, normalement, si on dit expérimentation, c'est l'engagement d'un élève dans un processus de pratique scientifique qui peut qui doit commencer par le questionnement, après la formulation de l'hypothèse, puis la conception d'un protocole expérimental, après l'exploitation des résultats, plutôt la mise en œuvre du protocole expérimental, par la suite la collecte de données ou bien l'interprétation des données à l'issue de l'expérience pour arriver à la conclusion ou à la construction d'un concept.
Ceci, en première réflexion, ça apparaît un petit peu difficile de le faire avec de l'explicite, mais on pourra, c'est ce qui est fait au collège. Ce qui se fait, c'est que ces différentes étapes que je viens de détailler, ce sont différentes tâches où l'élève peut s'engager. Si on prend par exemple la formulation de l'hypothèse, c'est sujet d'une séance d'une heure autour de la formulation de l'hypothèse. Mais ce qu'on doit respecter ici, c'est que toutes les étapes, ils doivent être engagées sous le même contexte. C'est-à-dire, je vais donner un exemple concret. Si on veut, par exemple, mettre en évidence la digestion chimique, d'accord, au niveau de la bouche. Donc, on peut engager l'élève dans ces différentes étapes, partant de l'hypothèse, dans une séance de 1 heure, où on va faire le modelage de la formulation de l'hypothèse, parce que l'élève, jusqu'à maintenant, il ne sait pas comment on fait pour formuler une hypothèse. Et donc, on lui donne la question, ou bien le problème, on lui donne la question scientifique, à partir de laquelle il peut formuler l'hypothèse. L'enseignant, il commence par le modelage. Donc, il fait le modelage de comment on fait pour formuler une hypothèse scientifique. Par la suite, l'élève, il s'engage dans la pratique en binôme, où il est sur la même tâche, à savoir la formulation de l'hypothèse, mais sur un autre exemple, et puis la pratique autonome jusqu'à la clôture de la séance. Cette étape, elle va se dérouler dans une séance d'1 heure. Par la suite, on va travailler la suite de la démarche scientifique, à savoir, après la formulation de l'hypothèse, il va s'engager dans un processus de conception de protocole expérimental. Mais un élève de collège, ce n'est pas un scientifique. Et donc, il n'a pas les outils ou bien les ressources pour pouvoir concevoir un protocole expérimental. Et là, on doit passer par l'enseignement explicite, à savoir, l'enseignant, il doit travailler avec lui le modelage de ses tâches, à savoir comment on pourrait, à partir d'une hypothèse qu'il a élaborée durant la première séance, on va travailler le passage de la formulation de l'hypothèse qui est là vers la conception d'un protocole expérimental. Donc, au bout de 2 heures, donc on a la formule, l'hypothèse, elle est formulée. On a le protocole expérimental, il est élaboré. On passe à la mise en œuvre. Et là, on passe à une séance qu'on peut appeler séance TP, où il va vraiment réaliser le protocole qu'il a conçu dans la séance précédente. Il va juste faire la mise en œuvre, c'est une manipulation, et il va collecter les résultats. Vient ensuite, et bien sûr pour la manipulation, on passe par les 3 étapes, à savoir le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Le modelage, il est toujours c'est une démonstration de manipulation de la part de l'élève, plutôt de l'enseignant, qui manipule devant lui. Voilà, on mélange ça avec ça, ou bien on chauffe durant un thé donné et tout. Et l'élève, il reprend la même chose durant la pratique en binôme et la pratique autonome. Par la suite, il a des résultats. Il doit les noter pour la deuxième séance, où il va essayer de s'engager dans l'explication ou bien l'interprétation des résultats pour avoir la conclusion. Et même cette explication, il n'est pas encore prêt à la faire tout seul. Il doit l'apprendre. Et comment il va l'apprendre? En lui donnant un modèle. C'est à travers le modelage qui va être fait par l'enseignant sur la même tâche, à savoir l'explication ou bien l'interprétation des données expérimentales en modelage par l'enseignant. Puis l'élève, il va s'engager en autonomie pour faire lui-même l'explication et puis la conclusion, pour arriver vers la suite à la conclusion que vraiment il y a une digestion chimique, bien sûr, de l'amidon par exemple, au niveau de la bouche. Et par là, l'élève il s'est engagé dans une démarche expérimentale, pas dans une seule séance de 2 heures, parce que ça sera un peu difficile de passer de la question scientifique, l'hypothèse, vers la mise en œuvre du protocole et puis la conclusion, mais sur plusieurs séances
où ces étapes, ils sont découpées étape par étape, et chaque étape, il va prendre le temps d'être bien installé, bien ancré, et puis l'élève, au final, il aura appris comment s'engager dans une démarche ou bien dans une pratique scientifique, étape par étape. Par la suite, on pourra, s'il a répété ce processus 2 ou 3 fois durant l'année, on peut intégrer tout ça par la suite dans une seule séance, par exemple de 2 heures. Mais là, il est capable de le faire car il a toutes les ressources requises pour le faire parce qu'il les a appris 1, 2, 3 fois, voire même 4 fois. Et donc, il pourra passer à l'exercice sur une échelle de temps qui est plus réduite. D'accord? Donc, j'espère que ma réponse était claire. Donc, on passe à une autre question. Malika, et après, c'est Mohsin. D'accord. Donc, je tiens à vous remercier, Madame Ouda, pour votre exposé pertinent. Il a touché le cœur des matières scientifiques, qui est l'expérimentation, la manipulation, les TP, les travaux pratiques, le matériel, le laboratoire, etc. Donc, je tiens à vous remercier. Je veux juste que vous reveniez avant le diapo, avant que vous avez parlé de l'expérience didactique et le controverse avec l'expérience spectacle. Je veux juste prendre une photo d'abord parce que j'ai pas eu le temps de la prendre. Juste avant l'expérimentation didactique. Et pour la deuxième question, sur les types des expériences, le tableau que vous avez affiché sur les types des expériences. Donc, on a parlé de modéliser. Donc, est-ce qu'on peut considérer normalement la modélisation comme un moyen d'expérimentation? C'est ça, j'ai une confusion parce que dans les démarches d'investigation, on parle de la modélisation comme un autre aspect de l'investigation. Donc, comment ici, vous voyez modéliser comme un type de l'expérience, pardon. Donc ici, il faut faire la différence entre une expérience qui sert à modéliser et le processus de modélisation. Bien sûr, la modélisation, elle s'inscrit dans une démarche qui est plus globale, d'accord, et qui peut s'inscrire comme piste qu'on peut emprunter au cours de la démarche d'investigation. Tout à l'heure, on l'avait signalé, c'est que la démarche d'investigation, c'est l'objectif général de la démarche d'investigation, c'est pour répondre à une question scientifique, et les pistes empruntées pour répondre à cette question et les pistes empruntées pour faire une investigation, elles sont différentes. Elles peuvent être une documentation, ça peut être une expérimentation, comme ça peut être une modélisation. D'accord ? Mais une expérience qui sert à modéliser, c'est autre chose. Parce qu'on avait dit tout à l'heure que l'expérience, elle fait partie d'un processus qui est l'expérimentation ou bien la démarche expérimentale. Et donc ici, la nuance, c'est que on a certaines expériences qui peuvent être inscrites dans la démarche d'investigation et qui peuvent servir à modéliser un phénomène. Et donc ici, on ne doit pas confondre le type de démarche globale à l'objectif souhaité de l'expérience. Et donc ici, on pourra avoir des expériences qui vont servir de modéliser un phénomène qui est un petit peu complexe pour les élèves, à savoir le volcanisme ou autre. D'accord ? Donc c'est juste pour modéliser, c'est une expérience pour modéliser et qui peut être détachée de tout le processus de la démarche d'investigation. D'accord ? Et donc, on doit séparer ou bien marquer cette nuance entre l'objectif de l'expérience qui peut être investigué ou bien modélisé, ou bien le fait d'être inscrit dans une démarche globale. Donc, quand j'ai dit l'objectif d'une expérience est d'investiguer, c'est que investiguer, c'est pour engager l'élève dans un questionnement pour trouver une réponse à un phénomène. Par contre, modéliser, le phénomène, il est là, il est connu,
il est complexe, mais l'élève, il essaye, ou bien l'enseignant, il essaye de le modéliser pour le simplifier davantage pour l'élève. Voilà. D'accord? Donc, c'était ça la nuance. Concernant votre exemple que vous avez donné maintenant pour le volcanisme, est-ce qu'on ne part pas encore dans la simulation plus que parce qu'on essaye d'imiter un processus naturel dans le laboratoire, donc ça peut avoir l'aspect d'une simulation plus qu'une expérimentation. Oui, ici, est-ce qu'on va la considérer ici, c'est une expérience ou bien une séance de simulation, d'investigation? Oui, donc ici, le point de vigilance auquel il faut faire attention, c'est de ne pas exagérer cette simulation ou bien cette analogie. Et donc, oui, on peut modéliser avec des modèles qui sont simples, mais on doit toujours retourner vers le phénomène scientifique pour dire que ce n'est pas tout, ce n'est pas uniquement ce qui se passe. Mais là, c'est pour juste simplifier. Mais la vérité ou bien la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. D'accord? Donc, Madame Houda, juste dernier truc à ajouter, c'est pour les TP, pour avoir leur valeur dans les curriculums, le curriculum marocain ou bien des matières scientifiques, il faut consacrer dans les orientations pédagogiques un temps alloué spécialement pour les expériences. Et ça, donc maintenant, pour nous au Maroc, donc toujours les professeurs des SVT, ils prennent ça comme c'est une séance facultative. Il peut la réaliser comme il ne peut pas la réaliser. Oui. C'est pas donc le message, il est bien reçu. C'est pour ça que j'ai détaillé tout à l'heure l'idée de l'enseignement explicite au service de la démarche d'investigation expérimentale. Et donc là, normalement, sur le programme Collège Pionnier, on a des séances allouées au TP et c'est pas au choix ou bien facultatif. Ils sont inscrits parmi les tâches que doit apprendre l'élève. Merci bien. Merci Madame Houda, c'est très gentil. Si Mohsim, mais après, parce qu'on avait Si Mohsim après. Mais rien que je suis un peu bref pour passer au concret. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا شخصيا محمد محسن، مفتش مادة علوم الحياة والأرض على مدى 30 سنة. لي الشرف وعظيم الشرف أن أحضر لهذا الماستر كلاس المقدم من طرف زميلتنا الأستاذة، وحنا فرحانين أن يكون عندنا في مديرية المناهج مسؤولة ديال الاس في تي، ونتمناو راه عرفت كل شيء اللي خاص داخل مؤسستنا. أنا فيما يخص هذه المداخلة ما نلاحظه دائما هو أنه إذا اعتمدنا هذه التجارب في الأقسام، وخاصة هذه نعطي أمثلة بسيطة، بحال مثلا حينما نريد أن نمثل أو نقوم بإيصال واحد المفهوم، مثلا بحال المفهوم ديال لي كورون دو كونفيكسيون، تنعتمد ديك التجربه ديال العدس والماء، بغينا نبينوا لا كريستاليزاسيون تنديروا مثلا لو سوفر. دونك سي لا سامبليسيتي والاخطار التي تكون مرتبطه بها. وإلا بغينا نبينوا مثلا لي كولمون ديال لاف تنديروا حاله ديال الفيناغ الى اخره. ما هي يعني ما لا اتساءل، لا اسال الاستاذه لانه تنعرف بانه عارفه هذه النقاط هذه، ولكن هي فقط الاستاذ حينما يكون منتبها للاخطار الديداكتيكيه التي تحدثها مثل هذه التجارب دو سيمولاسيون دانالوجي، الاخطار على المعرفه العلميه. مثلا لي كورون دو كونفيرسيون، انا درت بحث حول مثلا كل لا ناتور، باش نتعرفوا على لا ناتور انترن دو لا تير. لا ناتور انترن دو لا تير تلقى بها نسبه كبيره ديال التلامذ ومام بارفوا سيغتان بروف تكون عندهم هذيك لا كونسيبسيون كو l'intérieur de la terre est liquide. علاش؟ باسكو on utilise ce type d'expérience sans expliquer que c'est une simulation.
c'est une facilitation de l'apprentissage, mais pas la réalité. إلا كان الأستاذ conscient بهذا العمل أو بهذه الفكرة، فما غاديش يكون عندنا هذه الأخطار المحدقة والمرتبطة بهذا النوع من التجارب. شكرا أستاذة. السلام عليكم، شكرا جزيلا أستاذ على العرض القيم، رغم أني ما خديتوش كله ولكن بلي دوزتي ما شاء الله عليك. دونك جميلة المساوي، أستاذة علوم حياة والأرض من مديرية أكادير. La première remarque, c'est que quand on parle d'investigation, déjà on pose une situation de problème, une problématique à laquelle on essaie de répondre par, disons, des hypothèses, et après on teste chaque hypothèse. ما غاديش نهضر على الامور اللي هضرتي عليها استاذه، مي سؤالي هو بالنسبه ليكول بيوني. هضرتوا استاذه على لا موديليزاسيون كون كوا l'enseignant présente l'expérience. Donc déjà la question est donnée, les hypothèses est donnée ماشي اللي فهمت. Après donc l'enseignant كيعطي واحد التجربه une manipulation. هنا غادي نهضر لان اذا كانت تجربه خصني نتبعوا اوريك، يعني ياك، يعني نعطي الفرضيه ونعطي لوبسيرفاسيون ونعطي ليبوتيز وندير تحقق من التجربه، عاد من بعد ناخذ النتيجه ونعمم الا كانت ونشوف ليبوتيز، الا ما كانش صحيحه ندوز ايبوتيز اخرى. هادشي اللي عرفنا حنا بالنسبه للنهج التجريبي. بالنسبه للانفستيغاسيون والنهج التقصي كيكون اوسع، لان عندك وثائق، يقدر المناوله، يقدر غير هو التساؤل اللي بقى لي انا سميتو كنقلب على الجواب ديالو، هو بالنسبه للمدارس مؤسسات الرياضه. فإلا حطينا لانفستيغاسيون في جهه وقلنا خص الاستاذ غادي يعطي الفرضيه، غيعطي تساؤل بعدا غيعطي فرضيه، يعني ما غاديش يكون عند المتعلم انه امكانيه. استاذ غير تنكمل. وي وي يعني غادي يعطي فرضيه وحده، ما بقاش داك النهج التقصي، يعني غيمشي محور واحد. غيعطي بالنسبه نبقى في الاطار ديالي لانفستيغاسيون باغ مانيبيولاسيون، ما غاديش نسميها اكسبيريونس، باغ مانيبيولاسيون لان شاف هذا التلميذ ما غاديش يقترح البروتوكول، غادي يمشي من بعد غادي يدير تحقق غنقول واحد فرضيه وحده، يعني عندما يتحقق هي ديجا معطيه، عاد في الاخر غادي يعاودها كوم par le mot ديال il va reprendre ولا refaire l'expérience، يعني il va apprendre. هنا التساؤل كما قلت نعاود له موديليزاسيون ما عندناش فيها مشكل، لان الا كان غير هو موديليزاسيون ديال الفولكون كتفق مع الاستاذه، الا كانت سيميلاسيون يعني كاين واحد لي في ديناميك بحال ديال الفيناغ ولا اي وحده اخرى، ولكن الموديل اللي كنشير ليه هنا هو الموديل في ليكول بيوني. شكرا لك استاذه. شكرا استاذه. انا غير سؤال قبل ما نجاوبك، واش خدامه في كوليج بيوني ولا؟ عندي صديقات في الكوليج بيوني. صديقات انت واش خدامه في ان كوليج بيوني ولا لا؟ حاليا لا، بيداغوجيا الكفايات استاذه، واعتز بذلك. راه ماشي بيداغوجيا الكفايات، مقاربه بالكفايات، وحنا باقيين في المقاربه بالكفايات واخا خدامين في الكوليج بيوني. نتمنى. وي لا ماشي نتمناو، هادشي اللي كاين زعما رسميا ماشي هذا. D'accord. Donc, pour répondre à la question, c'est une occasion pour souligner certaines choses. Les collèges pionniers, on est toujours sous le cadre de l'approche par compétence. Il y a une grande différence entre une approche et une méthode d'enseignement. On peut être pleinement dans l'approche par compétence, et en classe, on adopte une méthode donnée. Par exemple, les collèges pionniers, on travaille avec la méthode de l'enseignement explicite. Mais les sciences, et je parle parce que je faisais partie des équipes de conception des dispositifs de SVT, ou la même chose pour physique-chimie, on travaille sur les mêmes compétences, et ça c'est une première. Les sciences expérimentales, on travaille sur le même référentiel de compétences. Et c'est la première fois au Maghreb qu'il y a un référentiel réel de compétences. اللي محطوطين فيه هما les compétences اللي كنخدموا عليهم، اللي هما 3 تاع les compétences اللي هما expliquer de manière scientifique un phénomène scientifique, communiquer dans un langage scientifique et résoudre des problèmes. L'investigation, c'est pas une compétence déjà, c'est résoudre un problème en adoptant une démarche d'investigation expérimentale. Et quand on dit expérimental, il n'y a pas moyen de faire de la documentation ni de la modélisation. La piste unique d'investigation, c'est l'expérimentation. D'accord? Voilà.
Et bien sûr, quand on dit expérimentation, là, ça englobe la manipulation. La partie psychomotrice, là où on manip, l'expérimentation, l'expérimentation, c'est un processus où la manipulation, là, elle est dedans. D'accord? Donc, si je me rappelle bien la question, c'était c'est pas d'investigation parce que de la question scientifique, on lui donne l'hypothèse, c'est pas vrai. Donc normalement, l'enseignement explicite, on apprend à l'élève comment formuler une hypothèse à partir d'une question scientifique. L'objectif de ma séance, c'est de faire apprendre aux élèves. Apprendre, راه كاين فرق ما بين ابروندر في الفرنسيه والحفظ اللي كنقولوه في العربيه. حيت الحفظ شنو ما يمكنش غير نحفظوا كيفاش كيصاوب اون هيبوثيز، حيت المشكل تاع الصياغه تاع l'hypothèse. Je l'engage à un processus d'apprentissage. À la fin dialogue, il sera capable de formuler une hypothèse à partir d'une question. علاش انا بديت بالhypothèse في الهضره ديالي tout à l'heure؟ لان le fait de formuler une question scientifique, ça engage l'élève à un processus de problématisation. الوليد عنده 12 عام في الكوليج, je pense c'est un peu ماشي difficile, mais c'est trop difficile de l'engager dans la problématisation. Et donc si je lui donne une question scientifique où منها il peut formuler une hypothèse qui est valide, enfin valide, c'est-à-dire ماشي حيت غتكون vérifiée par la suite, mais une hypothèse اللي عندها علاقه بالسياق تاع المشكل et tout, راه c'est une bonne chose. ما كنعطيوش ليبوتيز, كنعطيه لا كيسيون وكنعلمو انا كوم موديل. في المره الاولى تنقولوا ها انت ملي كتكون عندك لا كيسيون راه تو دوا شيرشي لي فاريابل, حيت هذه اول حاجه. لا كيسيون فين هي لا فاريابل ديبوندونت et l'indépendante, et donc je dois chercher عندي une conséquence, je dois chercher quelles sont les causes possibles. هادشي اللي كنعلمو. Et après, je dois faire le lien entre la cause et la conséquence, une formulation qui est structurée et juste linguistiquement pour avoir une hypothèse. كنقدر نخدم معاه المره الاولى sur un exemple X. Et après, كنعطي une autre question, تنقول له يلا علمتك انا كيفاش درتها, ودابا انت اللي غادي تصاوب لي l'hypothèse en respectant هادوك les critères de réussite ديال la formulation de l'hypothèse. Et tout circule ou la tourne autour de critères de réussite. اي tâche بغيت نعلمها ليه تتكون محطوطين عندي شنو هما لي كريتير دو ريوسيت ديالها. علاش؟ باش من بعد هذاك هو لو كونطرا ما بيننا وبينه, وانه تيكون عنده ديما دي روبير. Et donc pour formuler une hypothèse, je vais donner un autre exemple. مثلا عنده دي données, ندوز مثلا نخلي من الفورمولاسيون ديال l'hypothèse, ها هو دار لا فورمولاسيون. Après غنقولوا voilà, l'étape qui vient après, c'est lui qui doit concevoir un protocole expérimental pour vérifier cette hypothèse en se basant sur quoi? Sur les variables اللي هضر لي علمتهم ليه. دونك غادي هو هذيك ليبوتيز اللي حط غادي يقول لي فوالا راه مدام ها لا فاريابل ديبوندونت, ها لا فاريابل انديبوندونت, ها سكون دوا فاريي, ها سكون دوا mesurer ou observer. كيفاش comment on peut varier هاد la variable مثلا en augmentant la température, مثلا على حسب la nature de la variable. Comment observer les faits? Je sais pas, مثلا اللي كتحتاج عندها علاقه بلي échanges respiratoires, je peux utiliser l'oxymètre, je peux utiliser l'eau de chaud, d'accord? Et donc c'est lui qui conçoit le protocole expérimental. نهار ديال la séance ديال la mise en œuvre ديال le protocole expérimental, c'est une séance TP. Bien sûr, le leader ما عارفش كل dispositif ou le matériel à quoi ça va servir, je vais lui montrer. Voilà, c'est pour mesurer la concentration d'oxygène, ça sert pour détecter s'il y a un changement dans le taux de CO2 ou la autre. Donc je lui fais apprendre comment réaliser ça, et après je lui laisse l'occasion de pratiquer ceci lui seul. D'accord? Et donc راه كنعطيه انا ها l'expérience, ها le résultat, ها la description. Non, je lui apprends comment réaliser ces tâches sur un exemple, et c'est à lui de reproduire la même chose par la suite lui-même sur un autre exemple. Et il travaille toujours sur le même exemple ou sur des séances qui sont différentes pour construire au final le concept. D'accord? غنختموا مع الاستاذ باش ندوزوا باش يبقى لنا وقيت لا دوزيام بارتي. Bonsoir, je suis un professeur de physique à l'Ayoun.
الاشكال كاين واحد الاشكاليه مطروحه بالنسبه للانفستيغاسيون هو عندنا بالنسبه للبريمير دابا pour l'élève du primaire comment va-t-on initier cet élève à faire des observations scientifiques et comment va-t-on transformer cette approche d'investigation en investigation dirigée, autrement dit faire un modelage, faire des pratiques guidées et faire des pratiques autonomes. وكاينه واحد الاشكاليه اخرى ديال ان هذا المودلاج حنا كنعرفوا بان في المودلاج ما كاينش انتراكسيون بين التلميذ والاستاذ ولكن في ان تي بي ولي لانفستيغاسيون كيفاش تكون هذه الانتراكسيون واش اوترومون دي واش خاصها تكون ولا ما تكونش علاش لان كانوا الزيارات ديال المفتشين قال لك لا راه في المودلاج واخا يكون كاع لانفستيغاسيون المودلاج ما خاصش يكون الانتراكسيون وهذه المساله راه تبان لي بيزار انا غير عاوتاني جو في كادري واحد لو بوين هو ديال انه نفرقوا ما بين اون ديمارش اي اون ميثود. دابا حيت لا ديمارش دانفستيغاسيون دونك راه فيها ان انسومبل ديتاب داكور ولا هضرت خلاص لا داكور j'ai bien compris حيت راه واحد القضيه راه l'enseignement explicite راه سي با دو 100% dirigé داكور لا زعما شي حاجه اللي ما عرفتش واش كتمارس في كوليج بيوني ولا داكور راه لا séance elle est structurée on peut dire en 5 phases d'accord كاينه الا حيت غيبقاو 3 phases اللي هما كلي الا حيت l'ouverture ولا clôture راه uniquement le modelage اللي ما فيهش l'interaction الا ما كديروش l'interaction في البراتيك غيدي en binôme وفي لا براتيك autonome راه y a un problème. حيت le modelage justement l'idée de l'enseignement explicite elle vient et surtout par rapport aux élèves ديال primaire et collège. مازال في الليسي نقدر نقول انه l'explicite نقدروا حيت التلاميذ غيكونوا ils ont appris pas mal ils ont développé pas mal de compétences وهذا et donc ils peuvent s'engager dans une démarche qui يكونوا فيها plus autonome. mais واش وليد ديال الابتدائي اولا ديال الكوليج راه تتقريوهم راه واخا تيكون دار لانفستيغاسيون في البريمير تيجي عندك الكوليج كتقول له دير صيغه فرضيه راه ما تعرفش صيغه باش نكونوا عاوتاني واقعيين اولا اجي راه ميم لا ديسكريبسيون ديال لي دوني اكسبيريمونتال التلاميذ تاع الكوليج يسون انكابابل راه سي il faut voir la réalité en face باش نقولوا ان التلاميذ ديالنا راه في الكوليج ils peuvent réaliser ou la s'engager dans une démarche d'investigation راه on est en train de rêver راه ils savent pas formuler des hypothèses ils savent pas décrire. Et donc, si je veux les engager par la suite dans une démarche réelle d'investigation, ils doivent avoir des ressources pour qu'ils les mobilisent des séances la véritable démarche d'investigation. Les classes marocaines, elle est écrite dans les orientations pédagogiques. Ni le matériel, ni les conditions, ni l'effectif de la classe, il permet ça. D'accord. Et donc, les basiques de la démarche d'investigation, ils ne les maîtrisent pas et je veux les engager dans une démarche d'investigation. Nous نفكروا ensemble أول حاجة نعلموهم هاد les petites étapes وحيدة بوحيدة. أجي تعلم دير بعدا l'hypothèse. باش من بعد نحطك أنا في la démarche dans sa globalité, tu sais formuler l'hypothèse, tu sais comment من l'hypothèse نحط واحد البروتوكول expérimental. أنا حطيت البروتوكول expérimental, comment je peux le mettre en œuvre. أنا لقيت les résultats, comment je peux faire la description. Il a عندي les résultats sous forme de graphique, عندي les résultats sous des données chiffrées, عندي je sais pas أنا مثلا les résultats c'est des observations microscopiques. يعني هادشي كلشي التلميذ il doit être initié à comprendre tout ça et à savoir le faire. باش من بعد ندوز من هادشي اللي هو simple et petite étape et petits morceaux qui sont digestes vers أنني نجمعهم كلهم في une situation complexe. اللي كيحكم علينا هنا هو لا ترونش داج اللي كنهضروا عليها هما الوليدات تاع ابتدائي وديال الكوليج لانهم راه ils n'ont pas pour l'instant ils n'ont pas les prérequis pour s'engager dans une démarche d'investigation اللي تنعرفوها بقواعدها. et دا هادشي باش normalement on travaille sur les différentes étapes séance par séance. et le guidage في l'enseignement explicite le guidage il est à 100% في le modelage وهذاك le guidage راه كيبقى غادي وكينقص ملي كندوز لا براتيك غيدي كوليكتيف vers la pratique guidée autonome vers la pratique autonome راه نورمالمون راه لا séance ما يمكنش ديرها لا كلوتور الا ما كانش الولد عندي ولا autonome sinon je dois refaire sinon je dois me dire là راه يمكن المودلاج درت il était pas très efficace. باش
ميكرو سيت باش نسمعوك. وي قلت لك اوكي، الا كان المودلاج ما وصلش لهذيك النسبه ديال 80%، وحنا مطالبين باش نديروا اميني مودلاج. انا كنهضر على التي بي. اذا كومون فاتون بروسيدي؟ شنو هو البديل؟ شنو هو التي بي اللي هو يكون بديل بالنسبه للتي بي اللي ما نقدروش يتجاوبوا وي به؟ شتي نقول لك واحد القضيه باغ اكسبيريونس. Les séances qui se déroulent dans les meilleures conditions et le modelage on peut dire qui est efficace à 100% du premier coup, هما les séances de TP. نتلمت اي حاجه فيها la manipulation فيها الماتيريال وداك الشيء ils sont engagés et attentionnés à 100%. Et donc ولكن parfois il y a un manque de matériel. On essaie de faire هذه un système de c'est une autre débrouillage. chose. دابا انا ملي انا دابا الناس اللي كيصاوبوا هذيك لا سيونس وهذا راه ماشي بوغ ما ils prennent pas en considération انه لو صدر ما كاينش عندك الضوء ما كاين. Et donc هما راه لا conception si on veut faire de l'expérimentation راه خصنا الماتيريال كامل. هذه c'est une autre discussion. Le fait de ne pas avoir le matériel وهذا oui c'est كاين ولكن راه ماشي oui راه ما كاينش الماتيريال on va pas faire حنا de manipulation on va faire ما عرفتش l'alternative شنو هي. راه ماشي به غنحكم ان الماتيريال انا غنسمع اللي بغيت ماشي بالمونك دو ماتيريال كو جو في جوجي كو لو مودلاج il marche pas. حيت راه الماتيريال اللي ما كاينش راه ما كاينش كو سا سوا بالانفستيغاسيون ولا بالميثود اكسبليسيت ولا بالبروجي ولا بالبيداغوجي دو جو ولا هذا. لان هذاك الماتيريال اللي ما كاينش راه ما كاينش بور توت لي ميثود دونسينيومون. ماشي ما كاينش غير حيت حنا في الاكسبليسيت راه كونترانت الماتيريال راه هو ديما خالق مشكل انه ما كاينش. راه خصو يكون اصلا في كاع لي ميثود. سي لا ديرنيير انترفونسيون سيدي عفاف et après oui on clôture pour passer la pratique. Oui. Merci Madame Houda. Donc je vous félicite pour votre exposé qui était vraiment pertinent. Et je me présente, inspectrice pédagogique sciences de la vie et de la terre, la direction de Oujda, l'Académie orientale. Merci. Alors vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire, mais puisqu'on a une contrainte de temps, je veux juste donner une idée d'après mon expérience sur le terrain, d'après l'expérimentation de collège pionnier. Donc j'ai assisté à plusieurs séances, et parmi les séances que j'ai assistées, c'est une séance de TP, dans laquelle il y avait aussi les étapes de l'investigation, et dans laquelle il y avait une manipulation. La manip, c'était la digestion chimique. Donc, il y avait la mylase, l'action de la mylase sur la salive, etc. Et j'ai assisté à la manipulation avec l'enseignant. Il a réussi. Et ce qui m'a étonnée, c'était la formulation de l'hypothèse par les élèves. Parce qu'on prend toujours l'effet, cause-effet. Et quand un élève de collège, troisième année en fait, non, c'était pas troisième, c'était première année collège, voilà, il peut formuler une hypothèse en sachant très bien cause, effet, et en sachant comment faire variable dépendante, indépendante. Là, moi, j'étais vraiment très étonnée ce jour-là. La formule de l'hypothèse, elle était correcte. Alors, si on donne maintenant à un élève, un étudiant de baccalauréat, deuxième année bac, l'examen national, et on lui demande de nous formuler une hypothèse, on va trouver des problèmes avec lui. Déjà, je dis à mes enseignants que j'encadre, quand on parle d'une hypothèse, on ne commence pas la phrase par « peut-être que ». Il y a toujours les profs ou bien les enseignants qui commencent peut-être que la respiration est causée par... Non. Maintenant, moi, j'utilise cette expérience de collège pionnier pour montrer à mes enseignants, quand je fais des conférences avec eux ou bien des formations, de savoir comment apprendre à leurs élèves comment donner ou bien comment formuler une hypothèse juste. Donc ça, c'est très important. Déjà, le barème de la formulation de l'hypothèse pour l'examen national, elle prend 1 point ou 1,5 points. Donc, elle est très importante. Voilà. Donc, je voulais juste vous répondre, monsieur, qu'on peut utiliser la manip dans les collèges pionniers, déjà parce que c'est un collège pionnier, et tous les collèges pionniers au Maroc, je pense,
moi, j'encadre presque 7 collèges ou bien plus. Ils ont tous le matériel, ils sont bien équipés, ils ont le matériel pour faire des manipes extraordinaires. Donc, la seule contrainte qu'on a, c'est le temps. Et pour cela, donc ici, c'est le rôle de l'enseignant. C'est pour ça qu'on donne des formations à nos enseignants. C'est comment gérer votre temps avec les élèves. On ne va pas toujours juger qu'ils ont donné, l'équipe centrale a donné pour le modelage 8 minutes ou bien 12 minutes. Donc, un aya a dit que 12 minutes, elle ne me suffit pas. Vous êtes un enseignant, vous êtes un bricoleur. Il faut savoir comment gérer votre temps pour montrer à vos élèves qu'on a toujours, on peut réaliser la manip dans notre séance. Moi, je voulais juste demander à Madame Houda, puisque vous avez parlé des types d'expériences, donc vous avez parlé aussi des fonctions, découvrir, vérifier, investiguer, modéliser. Et je vous garantis qu'on a aujourd'hui un petit problème avec nos enseignants, car ils ne peuvent pas différencier entre tous ces types d'expériences. Et puisque vous êtes maintenant, nous sommes tous concernés, bien sûr, sur les manuels, les livrets d'explicite, et il y a toujours un feedback entre enseignants et l'équipe, les concepteurs, alors on aimerait bien que les expériences proposées dans les livrets ou bien dans vos PowerPoint, etc., on doit mentionner que ce sont des expériences de découverte, expérience de vérification, expérience de... Et là, on va initier les enseignants à différencier entre tous les types d'expériences. Voilà, j'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps et merci. Merci Lalla Afef. Oui, Oustad. On va la dernière intervention, mais la dernière d'abord. Ça sera la dernière pour de vrai d'abord. Alors, bonsoir oui, toutes et à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Esseo Oueled, professeur de la matière de sciences de la vie et de la terre, cycle collégial. Alors, j'ai une question qui est très simple sur le volet de la capacité intellectuelle des élèves au cours du processus de l'enseignement, et même je vais mettre l'accent sur l'expérience. Alors, je pense que moi, au cours de mon travail, alors il existe un problème au cours de la démarche d'investigation. Bien sûr, ça va être chronophage, mais bien sûr, comment on va mesurer le temps nécessaire qui est bien sûr adapté à la capacité intellectuelle des élèves. Merci. D'accord, merci pour cette question très pertinente parce que ça pourra nous ramener encore une fois à la structure d'une séance sous la méthode d'enseignement explicite. D'accord. On sait très bien, on est conscient que bien sûr le fait de réaliser des expériences en classe c'est chronophage. Et donc pour les séances, par exemple, si je parle, enfin SVT et physique-chimie parce que ce sont les deux sciences expérimentales. Donc normalement, tout ce qui est expérience, c'est développé dans des séances d'1 heure. D'accord. Et donc le choix de l'expérience et du matériel et du déroulé, il est vraiment adapté à cette enveloppe horaire d'1 heure. Par exemple, on peut trouver le même résultat ou bien le même concept ou bien le même phénomène auquel on peut arriver par 3 types d'expériences, mais la différence entre les 3, c'est le temps que prend chacune. Et donc ici, les équipes de conception, ils sont conscients que cette expérience, normalement, il doit être réalisée à 3 reprises, par exemple, ou bien à 2 reprises durant 1 heure. Et donc, ils font l'effort de choisir une expérience qui ne va pas durer un temps qui est différent à ce qui est alloué en classe. Ça, d'une part. D'autre part, déjà, d'avoir une séance dédiée à une manipulation, c'est déjà, pour nous, c'est un gain. Parce qu'auparavant, il y avait des concepts qui sont enseignés, d'accord ? Et il n'y avait pas une obligation aux enseignants de faire des manipulations pour faire apprendre
ou bien pour faire découvrir ou bien expliquer ce phénomène. Et on laissait le choix uniquement à l'enseignant, selon les conditions de travail, de faire l'expérience ou de ne pas la faire, projeter une vidéo ou autre. Là, sur le modèle des collèges pionniers, normalement, on a une planification durant toute l'année où il y a des séances qui sont dédiées aux TP, aux travaux pratiques. Et la garantie, c'est que normalement, quand on dit il y a une planification, c'est que ces tâches, ils doivent être faites parce que par la suite, ils seront évalués. Et donc, l'enseignant, il ne pourra pas les zapper pour une contrainte ou une autre. Et donc, le choix de l'expérience, il répond aux critères de temps, aux critères du matériel qui est présent dans les labos. Et bien sûr, ملي كنقولوا انه كاين المودلاج كاين la pratique guidée en binôme et la pratique autonome, ça ne veut pas dire que l'expérience sera reprise 3 fois. Alors, normalement, elle sera reprise 2 fois. La première fois, elle va être réalisée par l'enseignant tout seul et la durée du modelage, elle ne passe pas 12 minutes parce que c'est la durée où l'élève il sera capable d'être engagé et attentionné parce que l'attention ne dépasse pas 15 minutes ou la mémoire de travail elle est active, sinon elle va chuter. Et donc c'est pour ça que la durée du modelage elle était choisie et toujours c'est 10 à 12 minutes pour garantir qu'il sera attentionné et qu'il va bien sûr capter toutes les informations au cours du modelage. Par la suite, pendant la pratique guidée en binôme, ce n'est pas obligatoire de faire la manipulation. On peut lui donner des questions sur le déroulé de l'expérience, où on vérifie vraiment est-ce qu'il a assimilé ces étapes. Et en pratique autonome, c'est là où il va être engagé lui-même pour faire la manipulation tout seul et une manipulation qui est réelle. D'accord ? Et donc, je pense que la gestion du temps, il est respectée. D'accord. Donc, merci à vous. Donc, on va passer avec nos collègues qui animent avec moi cet atelier. Donc, pour réaliser quelques manipulations. Donc, à vous le terrain. ما نساوش la blouse. Ils sont dedans. Donc, normalement, on a choisi quelques manipulations qui sont vraiment faciles à réaliser. Et dans le matériel, il est présent presque dans tous les laboratoires. Et des fois même, on aura besoin juste du matériel à ramener de la maison et tout. Donc, ah oui, bon, je vous présente Oustad Amil Louisi, من ثانوية مولاي عبد الله, مديرية أنفا في الدار البيضاء. أستاذ مصطفى العلوي, أستاذ علوم الحياة والأرض. دونك بجوج هما أساتذة ديال الثانوي التأهيلي. من ثانوية عمر بن الخطاب, مديرية أنفا الدار البيضاء. دونك هذه المديرية نورمالمون اللي كنت اشتغلت فيها في السابق كمفتشة. وي واخا تكون تمثيلية. واخا حنا في الرباط مي جبنا كازا. بيان سور. نعطيك أمين الميكرو. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une manipulation de deuxième année baccalauréat, sciences expérimentales, pour les SVT bien sûr et pour la section physique. Donc c'est une manipulation concernant la deuxième unité. C'est facile, c'est l'extraction d'ADN. Alors j'aimerais bien, bien sûr, de vous présenter, de participer avec nous pour cette manipulation. Et je demande surtout les profs de SVT, oui, vous pouvez. Coucher SVT. Physique, il y a aussi physique. Physique. Eux aussi peuvent participer, bien sûr. Alors, bien sûr, on va travailler en utilisant juste matériel de bord. Ça veut dire... Alors, on va prendre quelques morceaux de banane pour faire l'extraction de l'ADN. Et bien sûr, quand vous connaissez, donc dans cette préparation de cette extraction, on va rajouter de l'eau, si vous avez de l'eau, ou bien l'eau distillée. Et en rajoutant aussi du sel
pour éliminer les protéines autour de l'ADN et un détergent. On a utilisé juste ça, oui, le savon, pour bien sûr détruire la membrane des cellules végétales aussi, et l'alcool aussi pour compacter l'ADN et voir l'ADN dans un tube ici. C'est bon, on peut commencer. Ça fait. Yallah. Donc on va couper voilà. Non, non, tu prends directement le banane, directement. Ah, oui. Ah. Voilà. Et on va mettre ça dans un bécher. انت باش يشوفوا معاك حتى هما يجيو هنا جي لقدام dans un bécher. Oui. Ah, لا non. Tu peux couper juste une petite partie. Donc après, on va rajouter de l'eau distillée. 100 ml. Donc tu peux rajouter encore. زيد شي شويه. زيد شويه. زيد مازال شويه. C'est bon. Voilà. Ça c'est l'eau distillée. Rajoute encore. 100 ml dans un bécher. باش تدور هكذا باش يشوفوا معاك. فوالا. Non, on va brouiller, mais en rajoutant le sel. Tu utilises ça. Tu commences. Qui peut encore participer avec nous? بغينا أستاذ الفيزيك. تفضل. شباب. إلكترونيك. وهذه هي الفرصة. هذه هي الفرصة. تفضل. لا هو راه نقدروا نديروا ضوء عادي ولكن حسن نديروا تما واحد اخر بحال هذا بحال اللي عطيت الاستاذ تقدر ديرها بلاتي باردون Donc normalement, au cours de cette manipulation, vous devez expliquer, ou bien, bien sûr, l'ordre, bien sûr, oui, vous devez expliquer comment, pardon? Si vous voulez, bien sûr. C'est comme... Alors comme vous voyez ici, j'ai essayé de mettre l'eau distillée, et après, j'ai essayé de l'encrasser pour décortiquer les différentes parties de banane, d'accord? Maintenant, on va rajouter 3 grammes de sel. Oui.
Alors le rôle ici, pourquoi l'objectif, c'est d'éliminer les protéines parce qu'on sait déjà que la molécule d'ADN, elle est entourée par une protéine histone. C'est une protéine qui donne, bien sûr, il conserve la molécule d'ADN. Donc comme ça, on va rajouter le sel pour éliminer ces protéines. Normalement, on fait ça, donc on utilise toujours 3 grammes, comme ça pour être assuré par de l'expérience. مزيان. نورمالمون العبار ديال شي الا ما كانش 3 غرام نورمالمون ما تخش لينا شحال درتي لا سي با لا بين دونك حنا غادي نديرو 3 عندنا ميزاننا 3 غرام درتي لو سيك باقي كريتيك ولا نورمال نو الماتيريال دو بور دونك هكذا فهمتي دونك داكشي اللي عندنا الا بغينا خصنا كلشي سباتور خصنا شحال حاجه لا بالونس كما شفتوا راه كنستعمل يدي حيت ديجا قلنا راه حنا غنديروا الماتيريال اللي عندنا في اللابوغاتوار فوالا الماتيريال دو بور داكشي اللي عندنا غنخدموا به فوالا سي هذا هو لوبجيكتيف تري بيان non non c'est bon D'abord, tu peux rajouter ça. D'abord, alors, quelle est la deuxième étape? Attends. C'est le savon? Ouais. Alors, la deuxième étape, on va ajouter ce qu'on appelle le savon sur ce mélange-là pour... quel est le rôle? Oui. Alors, pour détruire la membrane des cellules. Normalement, il faut rajouter 5 ml. 5 ml, dire 5 المرات. Pardon. Ah oui, la réalité en place, c'est 3, 4, 5. Donc il faut mélanger pour avoir un liquide homogène. Alors on peut un petit peu cercler. Alors regardez. Alors ça c'est le mélange entre des fragments de banane avec le sel et le détergent qu'on voit ici. C'est bon. Après l'étape suivante, on va filtrer. C'est bon. Et enfin, on va rajouter l'éthanol, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et l'éthanol, bien sûr, il va extraire les filaments d'ADN. L'éthanol dilué. Dilué. Oui. Mais quand même, l'éthanol, ce n'est pas un élément trop acide, ce n'est pas comme la CL quand même. Oui, bien sûr. Donc, ils peuvent apporter les ligands. Non, bien sûr, on va utiliser les masques et les gants.
Ça, c'est l'éthanol. Ouais. Alors, après, on va filtrer. Donc, après, on va filtrer. شوف ما تديرش لي مورسو بزاف باش يبقى هو صافي سير ياك مزيان سير وي مازال هنا استاذ خاصو شويه باش يبدا مزيان جاب ديالك صايبتي مزيان صراحه ديالك صايبتي مزيان Applaudissez s'il vous plaît pour notre cher enseignant. C'est bon, on va attendre. D'abord, maintenant, on va rajouter l'alcool. Tiens, c'est dans le filtre. C'est bon. Ah, نزيدو شوية. الآخر, troisième. Ah. قريب. Normalement, c'est pour le brouillage. خصنا au moins 10 minutes. دابا احنا باش Alors regardez, on a obtenu le filtrat et maintenant on va rajouter l'éthanol. Non, tu peux rajouter après, on va remarquer que شويه كده زيد 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 مازال زيد 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 هو تيبان زيد très bien زيد 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 très bien bravo elle est là là-bas très bien bravo regardez. Voici normalement le filament de l'ADN, il se représente d'une pelote. Regardez ici. Vous voyez? Ouais. Pardon? Oui, c'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ouais, un précipité, oui, c'est ça. Deuxième, regardez, bravo Eliko 7, c'est Zid Mazan, Zid. Ah, ça fait. Dessus, oui. Ah, regardez. Ah oui. Alors, regardez ici. Voilà. Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais. Bravo. Alors, j'attends encore le tube de monsieur professeur de physique. Est-ce qu'il va réussir ou bien non? C'est ce qu'on va attendre, en espérant.
il faut rajouter l'éthanol. Très bien. Bravo. عشيرة بين واحد شتي هاو شتي هذا ما كانش بوسيبيليتي هذا يتسوق عليه التحية لا لا سي امبوسيبل باسكو سي ميكرو وي سي سا bien sûr هاك يلا صافي سي بون